je me présente, moi je suis Julien de Normandie, je suis Chief Impact Officer chez Sweep. Sweep, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une ESG Data Management Platform. Alors vous avez dû en voir beaucoup sur le salon, il y a pas mal de stands, vous vous demandez tous, mais pourquoi choisir celle-là ou pas celle-là? Souvenez-vous que Sweep, c'est celle qui vous parle du sol. On est une entreprise à mission, on adore ce qu'on fait, on a probablement un produit qui rend nos clients heureux, en tout cas c'est ce que nous disent nos clients, et on vise à faire en sorte de pouvoir à la fois, par la donnée, mettre en avant les empreintes, qu'elles soient carbone ou ESG, mais aussi et surtout aider à agir dans la réduction de cette empreinte, ce qu'on appelle le module ACT, et à la fin des fins, faire le reporting, le disclosure. On disait la même chose l'année dernière, ici même à ProDurable, et on nous disait vous prenez les trucs à l'envers parce que le plus important c'est le disclosure. On était à une époque où la RSE était vraiment vue sous le prisme du disclosure. Souvenez-vous, l'année dernière ici à ProDurable, toutes les tables rondes parlaient du disclosure. Nous on disait non, ce n'est qu'une finalité, c'est pas le plus important. Le plus important c'est de savoir et de réduire, et à la fin de faire le disclosure. Alors on le fait, hein, évidemment toute la CSRD ou autre, on a même la croyance qu'on peut vous rendre la CSRD utile et même heureuse en incorporant nous-mêmes la complexité de la chose, en ayant tout codé dans la plateforme. Souvent on nous dit c'est pas possible de nous rendre la CSRD heureuse. Venez voir, on peut vous rendre la CSRD heureuse et utile, on en est sûr. Sweep, on a aujourd'hui à peu près 400 clients en France et à travers le monde, dont un client qu'on aime beaucoup qui est Enedis, représenté ici par Emma. Et on a un modèle qui est d'être un éditeur et donc de travailler le plus souvent avec des partenaires qui viennent à la fois implémenter la solution chez nos clients et en plus accompagner le client dans les actions que ce dernier peut mettre en place. Et parmi ces partenaires, on les appelle les Implementation Partners, il y a SI Advisory Services, qui est un nouveau nom. Il était plus connu sous le nom d'EcoAct jusqu'à présent, mais Paul-Édouard va nous en parler, avec qui Sweep et anciennement EcoAct, nous avons plus d'une quinzaine de références en commun. Donc je suis vraiment très content de pouvoir animer cette table ronde pour essayer de partager les réussites de la digitalisation de son empreinte, en parlant non pas de principe, mais d'un cas concret, c'est-à-dire de ce cas que nous avons fait collégialement, EcoAct, SI Advisory Services, Enedis et Sweep. Et pour ce faire, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Emma et Paul-Édouard. Peut-être vous passer la parole d'abord à toi, Emma, pour que tu puisses te présenter, puis Paul-Édouard, et ensuite rentrer dans le vif du sujet. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Emma Chesgérard, moi je suis chargée de mission climat au sein du pôle RSE de Enedis. Donc Enedis, si vous ne connaissez pas forcément, nous sommes le distributeur d'électricité sur 95% du territoire français. Donc on achemine l'électricité depuis le réseau de transport RTE jusqu'aux clients finaux. Et donc on aime bien dire qu'on est un peu, le système électrique est la colonne vertébrale de l'électricité et donc de la transition énergétique, puisque on va venir accorder la production d'électricité renouvelable, les nouveaux usages électriques. Donc on est vraiment un acteur de la transition énergétique. Et tout ça, on le fait grâce à plus de 41 000 salariés qui sont répartis vraiment sur tout le territoire français, sur plus de 700 sites. Voilà, donc je parlerai après plus de notre bilan carbone et de notre empreinte. Exactement. Paul-Édouard ? Bonjour à tous, donc Paul-Édouard Renaudon, je suis consultant senior chez EcoAct anciennement. Donc maintenant on a été racheté il y a 2 ans par Schneider Electric et désormais la marque EcoAct a disparu au profit de cette nouvelle identité Schneider Advisory Services, Advisory Services, qui a vocation à ouvrir vraiment un nouveau chapitre où on propose de vous accompagner sur toutes les dimensions de services que peut apporter Schneider Electric. Donc évidemment toutes les
accompagnement, toutes les missions, les offres que l'on proposait historiquement avec EcoAct, donc que ce soit sur le climat, la biodiversité, la régénération, mais aussi maintenant avec aussi le développement de projets électriques, le certificat d'énergie renouvelable, etc., etc. Et donc, à titre personnel, je pilote l'équipe delivery d'implémentation de plateformes partenaires comme Sweep. Merci beaucoup, Paul-Édouard. Alors, ma première question, elle sera pour toi, Emma. On parle de digitalisation de l'empreinte, c'est-à-dire d'abord d'avoir cette volonté de faire un bilan carbone, mais il y a, un peu comme les bons et les mauvais chasseurs, il y a les bons et les mauvais bilans carbone, si je puis dire. Pourquoi avoir voulu entrer dans une dynamique d'un bilan carbone qui puisse être lié à un sous-jacent de données, et de données qui soient auditables, vérifiables, comparables et opposables? Comment est venue cette volonté chez Enedis, surtout pour une entreprise qui a entre guillemets une forme de monopole, si je puis dire, sur le marché? C'est ça. Alors, moi, j'aime bien présenter le bilan carbone comme en fait un peu une démarche d'introspection de l'entreprise. En fait, c'est plutôt on tourne le regard vers l'intérieur et on se pose la question quel est notre impact dans nos activités. Nous, il faut savoir que notre bilan carbone, donc on le fait de façon volontaire. On a commencé en 2011, c'était tous les 4 ans, et puis après, depuis 2021, tous les ans, sur les 3 scopes. Et on le fait de façon volontaire. Alors pourquoi volontaire? En fait, Enedis est une filiale du groupe EDF, et le groupe EDF fait son propre bilan carbone, répond à la CSRD. Nous, on n'est pas soumis en tant que tel à la CSRD. Donc je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle selon comment on regarde le sujet. Et donc, en fait, notre bilan carbone est déjà inclus dans celui de notre groupe. Mais pourquoi est-ce que, du coup, on le fait, nous, et on s'embête, entre guillemets, à creuser le sujet? Parce qu'en fait, Enedis, on pèse pour 3% dans le bilan carbone du groupe. Donc, en fait, c'est assez peu, puisque le groupe EDF, c'est aussi de la production d'électricité, avec un impact associé. Donc, nous, sur ces 3%, on avait vraiment besoin d'une descente d'échelle et d'avoir des données plus précises pour pouvoir appréhender notre impact et pouvoir mieux le réduire. Le but étant de regarder quels sont les postes qui émettent le plus, pouvoir hiérarchiser, se dire, OK, nous, en fait, le plus gros poste, ça va être nos chantiers. Donc on sait que si on agit là-dessus, on aura un plus gros impact que si on regarde les déplacements, domicile-travail de nos employés. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire sur les petits postes, mais déjà au moins avoir cette vision. Et puis un autre exemple, c'est au niveau groupe EDF, il y a beaucoup de données qui sont calculées, notamment pour les achats via des ratios monétaires, qui ne sont pas très précis, mais bon, à l'échelle globale, on n'a pas forcément le choix vu qu'il y a tellement de filiales. Nous, on va venir regarder de façon beaucoup plus précise, avec des données physiques, sur nos grandes catégories de matériel principaux. Et juste pour présenter un petit peu notre bilan carbone, et après je laisse la parole, on a un bilan qui pèse pour environ 3 millions de tonnes de CO2, c'est quand même pas rien. 3%, c'est notre scope 1, donc nos émissions directes, avec en premier lieu la flotte de véhicules qu'on opère. On a 18 000 véhicules sur toute la France, donc ça pèse pas mal. Notre scope 2, c'est 27%. C'est assez rare d'avoir un aussi gros scope 2, mais en fait, ça correspond aux pertes sur le réseau électrique. Et enfin, comme quasiment toutes les entreprises, scope 3, 70%. Et là, c'est nos achats, donc les chantiers et le matériel qu'on achète. Voilà. Et quel a été le moteur? Comment vous avez décidé, dès 2011, mais ensuite plus récemment, de faire un tel bilan carbone? C'est parce que la maison mère le demandait? C'est parce que la direction d'Enedis le demandait? C'est parce que la direction de la sustainability d'Enedis a remué le cocotier et a réussi à imposer la chose? Quel a été le moteur? Je pense que côté Enedis, on est convaincu que notre activité est positive en fait pour l'environnement. Donc il y a quand même une sensibilité écologique qui est là et on le voit dès qu'on parle avec nos collaborateurs. Après, pour la sensibilité à ce moment-là, en 2011, moi je n'avais pas encore mon bac, donc je ne sais pas niveau l'entreprise comment est venue la décision. Mais voilà, on est vraiment sensibilisé et c'est aussi on est sensibilisé au plus haut niveau de l'entreprise. Si on regarde aussi le sujet un peu complémentaire à la mode en ce moment, qui est l'adaptation au changement climatique. Certaines entreprises disent oui, nous depuis 2020 on en parle. Nous c'est depuis 99, depuis la tempête de 99 qu'on en parle. Donc l'adaptation, l'atténuation, c'est des sujets qui sont ancrés dans l'entreprise quand même. Et c'est pas plus compliqué pour une entreprise qui a le sentiment déjà par son propre business d'aller dans le bon sens de la protection de l'environnement, de se dire tiens, même si déjà par notre business on va dans le bon sens, en plus on va quand même essayer de faire encore mieux
notre travail. C'est-à-dire qu'en termes de motivation des équipes, est-ce que ça a été une difficulté ou pas du tout? Non, je ne pense pas que ce soit une difficulté. Déjà, on est challengé, même si on sait que voilà, notre impact il est entre guillemets pour la bonne cause, on est quand même sans cesse challengé par les salariés, hein, même des personnes qui sont d'un milieu plutôt technique, techniciens dans les régions, parce qu'on est avant tout une boîte quand même de techniciens. On a vraiment un challenge des équipes. Est-ce qu'on fait assez? On est passé entreprise à mission, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié, en 2023, donc ça renforce aussi notre engagement. Donc voilà, c'était un peu ça. Et à un moment donné, donc vous dites, on fait un appel d'offres pour avoir une plateforme de gestion de la donnée, pour nous aider dans ce bilan carbone. C'est là où Sweep est intervenu, on a répondu à l'appel d'offres et on a eu la chance de gagner cet appel d'offres. Pourquoi avoir fait le choix d'une plateforme comme Sweep? Alors déjà, pour faire notre bilan carbone, on avait différentes problématiques. C'était Excel avant. En fait, avant, c'était fait par des consultants, donc c'était externe, et c'était plutôt sous Excel. Le but, c'était vraiment de venir fiabiliser nos données, puisqu'un bilan carbone, en fait, il y en a peut-être dans la salle qui font des bilans carbone ou qui en ont déjà fait. Un bilan carbone, c'est de la donnée. Enfin, on sait qu'il y a la méthodologie, le périmètre, l'engagement des salariés, mais au final, c'est de la donnée, pure et simple, pure et dure. Et donc, on rencontrait différentes problématiques, toutes les problématiques de collecte de données, hein, de reporting, qui étaient de formaliser les process, d'identifier les bons interlocuteurs. Nous, on a des données qu'on récupère auprès des différents métiers, hein, que ce soit les achats, la logistique, vraiment, voilà, c'est l'industrie, c'est très, très divers. Et donc, toutes ces données, il faut pouvoir les consolider, pouvoir les tracer, pouvoir assurer la fiabilité et la robustesse. Et en plus, on a décidé depuis l'année dernière de faire un audit externe de nos données de façon complètement volontaire, là encore, hein, puisqu'on n'est pas du tout obligé de le faire, mais pour vraiment s'assurer que nos process étaient maîtrisés, que c'était aussi une gage de qualité pour notre bilan carbone. Donc, on a toutes ces problématiques, et on a aussi la problématique de la granularité. Comme je l'ai dit, on a 25 directions régionales, et donc on a besoin d'avoir un bilan carbone à cette échelle. C'est une volonté qu'on a de vraiment produire un bilan carbone à l'échelle régionale. Et donc, pour répondre à tous ces besoins-là, au bout d'un moment, Excel, ça suffit plus, voilà, tout simplement. Et tu me disais aussi récemment qu'au-delà de la fiabilité, il y avait une question de flexibilité. Pourquoi Sweep t'apporte cette flexibilité et qu'entends-tu par flexibilité? Oui, alors ça rejoint le pourquoi on a lancé un appel d'offres. Donc c'était en 2024 et on a intégré la plateforme, on a tout préparé sur début 2025, donc là c'est prêt maintenant. En fait, on a la chance on a internalisé la compétence. Donc maintenant, le bilan carbone, on le produit en interne. Donc ça veut dire qu'avant, c'était des consultants. Maintenant, c'est vraiment le pôle RSE qui le produit. Et donc pour ça, on a envie d'être autonome tout simplement dans la création de notre bilan carbone. Chaque année, on met à jour des facteurs d'émission, on rajoute des données, on fiabilise, etc. Et donc ça, c'était hyper important pour nous d'avoir un outil qui nous permettait de faire ça, qu'on n'ait pas besoin à chaque fois de se retourner vers l'éditeur pour changer un facteur d'émission. Ça nous paraissait vraiment hyper important. Et donc c'est ça pour moi, flexibilité d'un outil, c'est un outil qui nous permette en toute autonomie de changer ce qu'on a envie de changer et qui soit évolutif. Ça c'est sur la partie données, et il y a également sur la partie visualisation des résultats. Ce qu'on a beaucoup aimé dans Sweep, c'est le module pour les tableaux de bord, qui sont complètement personnalisables, et pour avoir fait un petit peu de Power BI, je m'y retrouve complètement. Donc on a eu des formations, hein, on n'était pas lâché directement sur l'outil, mais en quelques clics, on arrive à sortir un graphique et on peut voir à la maille qu'on veut, au périmètre qu'on veut, avec une granularité assez fine, les données d'une année sur l'autre. Voilà. On a présenté tout ça au COMEX. Hein. On est allé en COMEX pour notre stratégie Scope 3 et la première slide, c'était Sweep, et j'ai fait une démo de 2 minutes au COMEX où en 2 minutes, j'ai tout montré. J'ai montré comment faire les graphes et voilà, ils étaient très contents. Ils ont dit c'est bien, maintenant on a un bilan carbone fiabilisé. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et alors, on se retourne vers Paul-Édouard. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Paul-Édouard, toi, tu as accompagné Emma et tes équipes, et ainsi que les équipes d'Emma, depuis le début. Quel est le rôle et quelle est l'importance d'un acteur comme SI Advisory Services pour accompagner justement les clients dans l'adoption
d'un outil permettant autonomie, fiabilité et gestion au fil de l'eau. C'est presque un peu schizophrénique parce qu'en fait, à entendre Emma, elle dit « grâce à ça, je vais devenir autonome », tu vas l'aider à se passer de toi ou pas? Tout à fait. Alors, on n'a pas encore répondu à cette question. Mais je pense le point le plus important que je retiens de tout ce que tu viens de dire, là, Emma, c'est que en effet, ces projets de bilan carbone, au final, c'est de la donnée. C'est des projets de data et des plateformes comme Sweep permettent de pouvoir traiter intelligemment la donnée. Donc nous, notre rôle, donc, comme disait Julien, ça fait 4 ans qu'on est partenaire avec Sweep, on a une quinzaine de projets à notre actif ensemble, on travaille pour des clients de tous les secteurs et on intervient sur 3 grands périmètres dans ces projets. Donc la mobilisation d'une expertise intégrée, à la fois pour de l'expertise climat, un peu le legacy EcoAct, on va dire, l'expertise de la maîtrise de la donnée. Donc là, c'est quelque chose qu'on a capitalisé à la fois en interne, mais qu'on retrouve aussi beaucoup grâce à l'expertise de Schneider Electric et de SE Advisory Services. Et l'expertise de la plateforme, bien sûr, qu'on a développée en partenariat ensemble pour pouvoir être en mesure d'exploiter au maximum toutes les capacités et d'avoir un déploiement de la plateforme qui soit cohérent en fait avec à la fois les besoins du client, mais aussi ses capacités et l'ambition qu'ils veulent avoir avec cette plateforme. Donc évidemment aussi, on est là, on intervient sur la gestion de projet, la maîtrise du planning, tous ces éléments-là de gestion de projet classique et l'implémentation technique où là, on rentre dans le dur de la configuration de la plateforme. Donc, et on accompagne bien sûr les clients dans toute la phase de cadrage pour construire un modèle de données qui soit cohérent. Parce qu'à nouveau, Sweep permet de faire des jolis tableaux de bord, etc. Mais si à la fin, si au début, on n'a pas un modèle de données qui est hyper cohérent, qui est hyper fiable et qui répond en fait aux attentes du client, à la fin, ok, on peut filtrer sur des colonnes, machin, mais si tu n'as pas les bons noms de colonnes et que tu n'as pas les bonnes données, à la fin, on ne retrouve pas en fait ce qu'on cherche grâce à la plateforme. Et au regard de ton expérience, quelles sont les clés de succès? Parce que probablement dans la salle, des personnes se disent tiens, pourquoi pas moi tenter de faire le pas vers de tels bilans, que ce soit bilan carbone, que ce soit empreinte ESG, que ce soit demain pour les réglementations. Mais quelles sont les clés de succès? On a parlé beaucoup de data, mais ça veut dire que vous pouvez accompagner dans l'architecture de cette data. On parle aussi souvent de gouvernance au sein des entreprises. Au regard de ton expérience, quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent? Très bon point. Donc, à la fois forcément la partie data, la partie gouvernance. Je pense que ça, c'est 2 des éléments clés à bien comprendre en amont, on va dire, d'un projet de plateforme. Premièrement, il faut bien comprendre que déployer une plateforme ne va pas vous faire calculer un bilan carbone comme ça demain sans aucune intervention de votre part. C'est un projet qui doit être construit et qui, en fonction de votre maturité aussi dans votre gestion, dans le management de vos données, voilà, il va falloir définir des curseurs aussi dans une capacité d'automatisation de vos process de collecte de données, de vos process de traitement. Vouloir chercher du jour au lendemain à faire all-in sur l'automatisation de la collecte et du traitement alors que vos données ne sont pas du tout fiables et que vous avez des sources de données qui sont hyper hétérogènes voilà. Bref, donc il y a vraiment un travail d'alignement et de mise à plat, on va dire, sur votre maîtrise de la donnée en interne pour pouvoir l'exploiter au mieux dans la plateforme. Et évidemment, le second point sur lequel je voudrais beaucoup mettre l'emphase, tu l'as dit, c'est la gouvernance. Alors, juste avant d'arriver sur la gouvernance, je te redonne la parole tout de suite. Ce que tu viens de dire sur la donnée est hyper important. Nous, on voit aujourd'hui dans les 400 clients Sweep qu'on a, en fait, on a développé toute l'ergonomie la plus simple possible dans la collecte des données. Mais en fait, on présente souvent aux clients le fait que tout peut être automatisé, tout peut être semi-automatisé, ou cela peut être manuel.
Et en fait, ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est un chemin de nos clients avec la première année, l'incorporation de fichiers Excel qu'on transforme, qu'on met. Alors en plus, on a mis plein d'IA pour faire en sorte que ça se fasse de manière beaucoup plus rapide. Les premiers projets qu'on a fait ensemble versus les projets qu'on fait aujourd'hui n'ont rien à voir en termes de temps, parce qu'on a incorporé beaucoup d'IA dessus. Mais on ne voit que maintenant, après 5 ans d'existence, des entreprises qui, ça y est, ont fait le pas du tout automatique. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et je dis ça parce que moi, je suis un anti-bouton magique. Toutes celles et ceux qui disent en fait, c'est trop simple. Enfin, combien de fois on est venu nous voir en disant mais il est où le bouton magique qui permet en fait de tout avoir sans rien avoir à faire? En fait, la réalité, c'est que ça n'existe pas. Voilà. Pour compléter, nous, on est resté au stade Excel. Et pourquoi? Enfin, on s'est posé la question au début du projet. Est-ce qu'on cherche à automatiser? Parce que voilà, on a des données métiers qui viennent d'autres outils. Mais en fait, pour nous, c'était hyper important d'avoir encore l'aspect humain. C'est-à-dire que moi, j'envoie le mail à la personne, elle me demande les données, je les reçois, je les regarde. Et si ça ne va pas, je lui réponds et on échange et on parle tout simplement. Alors que pour l'instant, on n'est pas encore prêt à appuyer sur un bouton et voir que les liens soient complètement automatiques, quoi. On a vraiment envie de continuer à regarder les données, prendre le temps aussi de les appréhender et d'échanger, quoi. Alors qu'en vrai, avec Sweep, tu pourrais juste indiquer le nom de la personne. Automatiquement, elle recevra le mail avec le questionnaire et automatiquement, on l'aidera à remplir le questionnaire et automatiquement, tu recevras le résultat et tu auras validé ou pas validé. Et c'est là où on voit qu'il y a différents sujets de maturité, mais ça renvoie aussi au point de gouvernance, parce que s'il n'y a pas une appropriation au sein de l'entreprise et donc la déshumanisation que tu dis, Emma, à la fin, ce n'est pas un projet d'entreprise. Ouais, tout à fait. Exactement. Il faut que ce soit un projet d'entreprise. En fait, un projet de plateforme, c'est aussi un outil pour diffuser la pratique au sein de votre entreprise. Comme disait très bien Emma aussi, la volonté d'Enedis, et ce qui était vraiment un facteur clé de succès du projet, c'était la capacité de pouvoir cascader leur bilan carbone à l'échelle Enedis dans chacune des entités régionales, pour que chacun des pilotes environnement de l'entité régionale puisse se saisir de leur propre bilan carbone et puisse se saisir un peu de leur responsabilité sur leur périmètre. Donc, évidemment, il faut mettre en place une gouvernance de la plateforme, parce que aussi, cette plateforme vous demandera de la maintenance. Au même titre que l'automatisation, croire que la plateforme va évoluer sans que vous ayez aucune intervention et que vous ne mettiez pas des ressources en face. En fait, il faut juste faire le parallèle avec n'importe quel outil IT. Si vous déployez SAP, vous n'imaginez pas qu'il n'y a pas une armée de gens en plus qui vont être là pour la maintenir, à SAP. Parce que sinon, en fait, si vous déployez juste SAP et qu'après vous dites basta, j'ai plus besoin de plus personne, bonne chance. Mais là, c'est pareil, en fait, pour ces plateformes-là, il faut que vous mettiez des ressources, que ce soit en interne ou en externe, peu importe, il faut que vous mettiez des ressources en face pour qu'ils puissent prendre en main la plateforme, au même titre que ce que Emma a fait et comment on a accompagné Enedis dans leur prise d'autonomie sur tout ça. Parce que c'est absolument clé pour pouvoir continuer et pour pouvoir créer, en fait, aussi de l'émulation, si on veut dire, autour de la plateforme et autour du bilan carbone et autour de votre stratégie climat, et pour pouvoir responsabiliser, en fait. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y en a qui utilisent déjà des plateformes d'ESG, Data Management? 2 ici, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y en a qui n'utilisent que Excel? D'accord. Bon, ceux-là, vous viendrez nous voir. Il y a un point qui est hyper important aujourd'hui, c'est qu'on le sent. La réglementation a créé une sorte de nouveau moteur ces dernières années, en se disant tous les départements de développement durable, très souvent, se sont dit enfin on a, alors c'est caricatural ce que je veux dire et vous m'en excuserez par avance, enfin on a une écoute encore plus forte de la part de notre direction, nous disant oui, il faut investir, parce que maintenant on rigole plus, la réglementation nous l'impose. Malheureusement, il y a eu une forme de recul, alors qui est un recul que temporaire, et il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont toujours concernées par la réglementation. Mais il n'empêche qu'il y a eu ce recul.
Et de plus en plus, d'ailleurs on l'a vu dans les intitulés des tables rondes cette année à ProDurable, on parle du ROI, le ROI court terme de la sustainability. Comment, d'abord toi Paul-Édouard et ensuite toi Emma, comment tu appréhendes avec les entreprises qui passent beaucoup de temps à mettre en place de telles plateformes, comment tu appréhendes cette question de ROI? À la fin des fins, qu'est-ce que te disent les entreprises sur le mode « ça m'a fait gagner du temps, de la qualité, un peu d'argent ». Comment tu appréhendes cela? Je pense que, alors, il y a plusieurs gains. Parmi les gains qui sont mesurables, qu'on pourrait intégrer dans un ROI, il y a un certain gain alors je dirais plutôt un gain d'efficacité dans la production du bilan carbone, qui permet de pouvoir, au travers de l'utilisation de ce genre de plateforme, on peut gagner énormément en fréquence, parce qu'au travers d'un Excel, c'est inenvisageable de faire autrement qu'une fois par an. Alors que là, au travers de ce genre de plateforme, on peut avoir des collectes qui soient mensuelles, voire même quasiment au jour, si on veut intégrer avec des plateformes achats. Enfin bref, voilà. Donc on peut gagner énormément en fréquence, on gagne énormément en efficacité et on gagne énormément en fiabilité. Clairement, c'est la qualité de la donnée, la fiabilité, avec tous les contrôles automatiques qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est sûr. Et après, parmi les retours sur investissement qui sont un peu plus intangibles, j'en parlais à l'instant au travers de la gouvernance, mais il y a le fait que grâce à ces plateformes-là, on peut aussi créer de l'émulation, on peut créer de l'impact, on peut créer de la responsabilité. En fait, derrière ces plateformes-là, si on arrive à découler, grâce à l'utilisation de ces plateformes, si on arrive à faire en sorte de pouvoir cascader à la fois le bilan carbone, mais aussi au-delà après les actions de réduction, les trajectoires de réduction, les ambitions, on peut les associer à des personnes sur leur périmètre avec des responsables. Et en fait, tout ça, ça permet de passer à l'action. C'est-à-dire que chacun se dit, voilà la part que moi j'ai à faire. Exact. Emma, toi de ton côté, quand tu dois justement parler de l'avantage de ce fameux ROI, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je rejoins le propos de Paul-Édouard sur l'aspect performance. Donc nous, on a fait le choix d'avoir un bilan carbone régional. Donc, comme tu disais, on a 25 pilotes environnement dans chacune de nos directions régionales. Donc, on est en lien assez constant et on leur produit un bilan carbone à la maille de leur entité. Et en fait, avant d'avoir un outil, s'il y avait des points qu'ils ne comprenaient pas, parfois d'une année sur l'autre, ça augmente, mais pourquoi ils n'arrivaient pas à creuser, à remonter à l'info? Et du coup, ils m'appelaient, ça prend une demi-heure, on débloque, on creuse ensemble. Une demi-heure, moi, ça me fait plaisir de parler avec eux, mais ils sont 25, donc en fait, je ne peux pas passer tout mon temps à faire ça. Et donc, dans Sweep, ils peuvent, en autonomie, filtrer les données, sortir les graphiques, exporter en Excel, exporter en PDF, exporter en PNG. Enfin, voilà. Maintenant, ils sont contents. Ils peuvent déjà faire tout ça. Ils t'appellent moins? Ils m'appellent moins. C'est un gain de temps, un gain de performance. J'espère que je leur parlerai quand même de temps en temps, parce que voilà, c'est important aussi d'avoir un lien humain, comme je disais. Mais voilà, c'est vraiment un gain de performance. Et le deuxième point, c'est aussi sur la suivi des actions. Donc, on a configuré le module Agir de Sweep qui permet en fait de représenter la trajectoire qu'on avait déjà. On l'avait créé par... Une trajectoire SBT? Non, nous, on a un objectif. Donc, le groupe EDF a une trajectoire alignée sur les 1.5. À l'échelle d'Enedis, en fait, il faut savoir que notre activité se développe avec l'essor de la mobilité électrique, davantage de raccordements. Donc, on est plutôt sur une activité en pleine expansion. Donc, pour l'instant, ça se répercute sur notre scope 3 qui est plutôt en hausse. Comme RTE, on a les mêmes problématiques. Donc pour l'instant, on s'est engagé sur notre scope 1 et 2, avec un objectif déjà de réduction de 30% à 2030. Et sur notre scope 3, on est en train de voir pour développer des actions vraiment à impact pour contrer cette hausse de notre bilan. Et donc cette trajectoire sur les scopes 1 et 2, on l'a déclinée à la maille de chacune de nos directions régionales pour qu'elles puissent se l'approprier. Et avant, on leur donnait, voilà votre cible à la fin de l'année, scope 1 plus 2, c'est tant. Et en fait, ils étaient un peu perdus, ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et maintenant, avec ce module, ils peuvent voir déjà chaque année leur cible et décliner par poste d'émission. Et du coup, ils peuvent se dire, ah oui, mes consommations de carburant de ma flotte, il faut que ça réduise de temps. On a aussi une problématique sur les groupes électrogènes qu'on utilise dans les chantiers. Donc là aussi, ils peuvent voir cette action-là très spécifique. Donc en fait, c'est plus facile pour eux.
c'est motivant aussi parce que du coup, d'une année sur l'autre, ils voient l'impact. Alors peut-être que oui, cette année, ils ont été moins bons sur les groupes électrogènes, mais les consommations ont bien diminué. Donc voilà, c'est motivant et du coup, ça les embarque. Et ensuite, eux, ils arrivent aussi à diffuser le bilan carbone dans leurs entités. Et au sein d'Enedis, quelle est la relation que tu as avec la direction financière ? C'est un de nos axes de progrès de se rassembler, être plus en lien. Clairement, après, on est déjà en lien, on intègre des données financières, on intègre nos CAPEX, nos OPEX. Mais voilà, essayer d'avoir une logique aussi, par rapport aux actions qu'on fait, une logique risque. Et aussi sur les sujets de l'adaptation, voilà. Tout ça est imbriqué. Pour l'instant, on a des échanges, mais le but, c'est de formaliser et d'intégrer la performance. Comme on n'a pas, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas à faire de CSRD que pour l'instant, on ne s'est pas encore penché là-dessus. Mais voilà. Et le fait d'avoir ce que tu disais depuis le début, c'est-à-dire toujours chercher à avoir une qualité de la data qui soit auditable, est-ce que cela te facilite ta relation, ta discussion avec les directions financières ? Oui, on voit, c'est un peu la culture financière, hein, l'auditabilité, la fiabilité, la traçabilité. Donc on s'inspire beaucoup de ça. Et oui, quand il donne une donnée, elle est fiable. Voilà, il n'y a pas de problème. Et après, sur les mécanismes d'audit aussi, hein, il y a une partie de nos données, les données financières qu'on utilise sont déjà auditées. Et en fait, on prend les mêmes auditeurs que ceux qui auditent les comptes pour auditer aussi le bilan carbone. Et donc, comme ça, on est dans une continuité. Ils connaissent notre activité et ça se passe bien de cette façon-là. Et pourquoi avoir voulu faire un audit ? C'est la raison de faire cet audit non obligatoire, elle vient d'où ? C'est vraiment pour affirmer, en fait, c'est la gage de qualité de notre bilan. On fait aussi beaucoup d'efforts pour communiquer plus sur notre impact. On a un rapport RSE d'Enedis depuis 2 ans, donc on en est très fiers, hein, c'est un grand travail. Et donc le bilan carbone est partie intégrante et d'avoir un audit externe, c'est vraiment un gage de qualité, c'est de la transparence, c'est pas donner un impact et des chiffres en l'air, c'est vraiment s'assurer qu'on est dans le réel, quoi. Je vais donner la parole à Paul-Édouard, mais après je vous donne la parole. Réfléchissez à poser des questions. Ce serait hyper sympa qu'il y en ait qui veuillent bien poser des questions. Je compte sur vous. Je voulais juste sur le rebondir, sol, hein, si vous... Je vais juste rebondir sur ta question de ROI et justement vis-à-vis de l'audit. C'est quelque chose auquel j'avais pas pensé, mais s'outiller avec une plateforme aussi permet des gains significatifs au moment de l'audit. Parce qu'en fait, là, en fait, au travers de la plateforme, on peut tout aller vérifier de la moindre action, dès lors qu'on est sur la plateforme, les auditeurs, on a juste à leur donner un accès et ils ont tout. Et ça permet de gagner un temps significatif pour les auditeurs, mais aussi pour nous dans les sollicitations qu'on doit avoir vis-à-vis dans ce genre de cas. Et là, c'est un véritable ROI parfaitement mesurable. Pour aller dans le sens de Paul-Édouard, mais je le dis tout bas parce que en fait, Paul-Édouard chez EcoAct et SC Advisory Services, ils n'ont qu'une activité de conseil, pas d'activité d'audit, mais beaucoup des partenaires avec lesquels on travaille chez Sweep ont la double activité. Et en fait, on dit souvent à nos clients que le fait d'utiliser une plateforme, alors faut-il encore que la plateforme soit totalement auditable, c'est hyper important à vérifier, et qu'elle ait créé le lien avec les audits. Donc on peut tout exporter vers un auditeur, voire un auditeur peut venir directement dans la plateforme avec un accès direct. Et tout est auditable. Alors parfois on nous dit, mais c'est bizarre, là vous avez un bouton en plus, ou ici vous avez un bouton en plus. Il y en a qui mettent pas de bouton en plus, ça paraît plus simple. En fait, ces boutons en plus, c'est pas qu'on s'amuse à mettre des boutons en plus, c'est que ça permet de faire en sorte que tout soit auditable. Et on estime que ça peut permettre jusqu'à moins 40% des frais d'audit, ce qui est très significatif. Je dis tout bas parce que comme souvent, ce sont aussi nos partenaires qui permettent de le faire, on le dit souvent dans le couloir, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je vous ouvre je vous donne la parole. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, le coup classique. Oui, madame, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est comme entreprise, si ce n'est pas indiscret ? Au moins le...
Oui, merci pour la question. Je pense que c'est très lié à notre organisation. On est volontairement décentralisé. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la maille régionale, et notamment le fait de fixer des cibles à la maille régionale fait qu'on est obligé d'avoir un bilan carbone à cette maille. Par exemple, la cible sur les scopes 1 et 2. Pour prendre l'exemple du scope 3, on a une cible sur les chantiers bas carbone, vu que c'est le premier poste d'émission. Et d'ailleurs, c'est sur le réemploi des terres. On parlait de sol tout à l'heure. Donc, notre activité, c'est aussi beaucoup de creuser le sol. On creuse, on met des câbles électriques. Et donc, le réemploi des terres est une des plus grosses actions. Et on a une cible, chacune de nos directions régionales a une cible là-dessus. Et en fait, y a une émulation. À chaque fois, ils veulent se comparer les uns les autres. À quoi on est les premiers. Enfin, voilà. Il y a vraiment un challenge là-dessus. Et après, voilà, nous, on arrive à avoir cette granularité parce qu'en fait, tout est fait pour tous nos outils métiers. À chaque fois, donnent tous les résultats par direction régionale. Il n'y a que certains postes où là, on fait une désagrégation sur la base d'hypothèses, mais en fait, c'est très minoritaire. Le reste, on a réussi vraiment à avoir les données à chaque fois par direction régionale. D'ailleurs, on a aussi des directions nationales. J'en ai moins parlé parce que leur impact est moindre, mais tous les fonctions support, on fait aussi le bilan carbone des directions nationales. Donc voilà, le fait d'avoir toute cette granularité, dans Excel, ce serait vraiment très très complexe. Enfin, je ne sais même pas quelle serait la tête de l'Excel, quoi. Et sur cette granularité, elle est liée aussi à la capacité d'utiliser des facteurs d'émission pour pouvoir translater. Chez Sweep, on a une bibliothèque de plus de 150 000 facteurs d'émission. Comment aujourd'hui, que ce soit Paul-Édouard ou Emma, vous abordez ce sujet? Parce que Emma, tu es passé rapidement dessus, mais l'une des spécificités d'Enedis, c'est que vous avez dit on ne fait pas un bilan carbone monétaire, on fait un bilan carbone physique. Et ça, c'est hyper important. C'est ça qui permet probablement la voie de progrès. Mais faut-il encore avoir la capacité de faire les règles de transformation et donc les facteurs d'émission? On a quelques données monétaires, malheureusement, je ne le dis pas trop fort, mais, mais là où on a vraiment les données physiques, c'est sur tout le matériel qu'on achète, les câbles, les transformateurs, voilà. Là, on compte à chaque fois. Et en plus, depuis 2 ans, on travaille avec la direction des achats pour récupérer les facteurs d'émission des fournisseurs. Et ça, on peut aussi les rentrer dans Sweep. Du coup, on peut rentrer nos propres facteurs d'émission. Et pour revenir à la base de données des 150 000, je ne savais pas qu'il y en avait autant. C'est vrai qu'on a, du coup, en passant à la plateforme, on en a profité pour revoir tous les facteurs d'émission avec l'aide de EcoAct et de se poser la question, est-ce qu'on met à jour, est-ce qu'on ne met pas à jour, voilà. Donc ça a permis aussi d'améliorer la qualité de notre bilan. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Tu as déjà complété. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame. Oui, en fait, ce qu'on achemine, c'est l'électricité. Et en fait, quand on l'achemine aux clients, il n'y a pas d'impact. Donc, on n'a pas de scope 3 aval. Notre scope 3 aval, c'est 0. Tout notre impact est sur le scope 3 amont. Donc, la chaîne de valeur, les achats l'achat de matériel, la maintenance du réseau, etc. C'était ça votre question? Vous parliez de l'usage de la des plateforme. résultats. D'accord. L'utilisation des produits vendus. Voilà, nous, on n'a pas d'impact sur notre produit vendu. Déjà, on vend pas. On est un service et on achemine l'énergie. Et à la fin, en bout de chaîne, l'électricité est délivrée au client final et il n'y a pas d'impact du coup. Mais c'est parce que c'est Enedis, Paul-Édouard, tu as des projets où tu le prends en compte pour le coup. Tout à fait, évidemment, oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment la spécificité de notre bilan. Si on regarde par exemple notre maison mère EDF, là par exemple ils font de la vente de gaz et donc ça c'est dans le scope 3 aval et dans la partie utilisation des produits vendus. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, monsieur. Et si je peux compléter la question, quelle était la nature des personnes qui composaient cette équipe? Est-ce que c'était que des personnes du département CSR? Est-ce que c'était des personnes de l'IT en plus, etc., etc. Et quelles compétences? Oui. Et est-ce qu'ils étaient sympas?
Très sympa, toujours. Oui, c'est une très bonne question. Il faut, donc je le dis pour les autres entreprises qui veulent se lancer, il ne faut pas sous-estimer le temps que ça prend. Donc moi, il se trouve que j'ai été consultante pendant 2 ans avant, donc je connais un petit peu le sujet. Notre équipe cœur, en tout cas, côté Enedis, donc c'était moi qui ai investi une partie de mon temps. J'ai la chance d'être accompagnée par des stagiaires, brillants à chaque fois, qui m'aident là-dessus. Donc j'avais un stagiaire pendant 6 mois qui passait une grosse partie de son temps là-dessus. Et on a aussi été accompagné par la DSI. Et ça, c'était super important pour tous les aspects IT, cyber. Voilà. Bon, en tant que grande entreprise, on peut avoir une sacrée lourdeur de tous les process et toutes les actions à valider pour pouvoir mettre en place la plateforme. Donc on avait aussi un appui côté cyber. Donc au final, je ne sais pas si on peut parler en ETP. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de formations. On a eu 10 sessions de formation avec Sweep, des sessions de pilotage, de travail avec EcoAct. Je dirais que ça aurait pris peut-être un quart de mon temps pendant 6 mois, plus 75% du temps d'un stagiaire. Donc c'est quand même conséquent, hein. Et sachant qu'en termes de compétences, voilà, moi j'ai fait déjà pas mal de bilan carbone, le stagiaire se forme sur le tas, et côté DSI, ils sont aussi habitués à piloter ce genre de projet. Et ça là-dessus, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du chiffre qu'annonce Emma, il faut l'accueillir. Parce que ça va, c'est quand même. Oui, ça va. Non, mais non plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est un des principaux facteurs clés de succès qu'on a identifié quand même avec l'expérience de tous ces projets. C'est que la réussite finale, au moment où on lâche le stylo et qu'on donne les clés de l'engin, le plus important, c'est que ce dont on a besoin, c'est de la confiance du client de Enedis dans sa capacité à gérer tout seul la plateforme, à être autonome. Et cette autonomie-là, elle ne s'acquiert que avec une participation renforcée des personnes, des pilotes qui, à terme, seront là dans l'utilisation de la plateforme. Et cette autonomie, on l'acquiert que en participant dans le projet. Et c'est pour ça que nous aussi, dans la méthodologie de projet qu'on développe, on a à cœur de faire participer les clients, évidemment, dans la phase de cadrage, dans la construction du modèle de données, pour bien estimer quels sont les meilleurs besoins. Dans la phase de configuration, pour bien expliquer aussi tout ce qu'on fait, pourquoi est-ce que l'on fait, comment est-ce qu'on construit, pour vérifier que ça correspond bien aussi avec ce que vous envisagiez à terme. Et puis évidemment, dans toute la phase de recette, où là, c'est la participation de toutes les équipes est vraiment clé pour pouvoir faire une prise en main de la plateforme qui soit complète et optimale. Et au final, Emma et Paul-Édouard, vous aurez mis combien de temps sur le projet ? 6 mois ? Ouais. 6 mois, hein. On a commencé début janvier et il fallait former les pilotes environnement avant le mois de juillet où tout le monde est en vacances. Donc on a réussi. Et sachant que chez Sweep, on a beaucoup investi dans ce qu'on appelle la Sweep School, qui est en fait, alors c'est pas des tutos sur YouTube, hein, c'est vraiment des explications au fur et à mesure qui s'adresse à la fois aux utilisateurs mais également aux contributeurs pour essayer de donner du sens à tout ce que Emma va devoir demander ou peut demander à ses équipes. Donc à la fois pour expliquer comment ça marche mais expliquer le pourquoi de l'utilisation. Et puis l'autre élément, c'est qu'une fois que le projet est en phase non plus de build mais de run, comme on dit, nous on voit chez Sweep si la plateforme est utilisée ou pas, quand j'ai utilisé ou pas, à quelle fréquence, pour quel usage, etc. Et donc dès qu'on se rend compte qu'en fait, elle n'est pas utilisée comme on pourrait s'y attendre, certains modules ne le sont pas, en fait, on sent les prémices il y a un truc qui va pas bien et peut-être que la main a été lâchée trop vite ou que l'appropriation n'a pas été nécessaire. Et donc là, nous, on intervient tout de suite pour proposer justement un appui et de continuer à travailler. Je veux dire, quand on parle d'autonomie, ça ne veut pas dire non plus lâcher les personnes seules ensuite. On est là évidemment pendant le projet, mais aussi après le projet.
Je rajouterais peut-être juste une remarque, c'est que c'est un outil qui est puissant, qui a beaucoup de niveaux de détail, on peut vraiment passer du temps à les creuser, mais qui reste toujours ergonomique. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, c'est quand même clair, on suit le process, même si ça peut prendre un peu de temps, et c'est normal parce qu'on veut avoir une finesse de données, on veut pouvoir avoir toutes les fonctionnalités, mais ça reste toujours facile à appréhender. Et en fait, ça fait plaisir aussi de travailler sur un outil qui est beau, qui est pratique à prendre en main, quoi. Un grand merci. On va terminer sur cette touche. On a parlé beaucoup carbone, on n'a pas du tout parlé CSRD, qui est évidemment l'un des sujets qui nous occupe beaucoup aussi en ce moment chez Sweep. Je vous le disais, on a codé toute la CSRD dans la plateforme. Si demain, Emma et Enedis, ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais doivent reporter sous la CSRD, en fait, tout ce qu'elle fait déjà va venir directement remplir le volet CSRD. Pour ceux qui sont frustrés et qui aimeraient bien parler CSRD, ayez en tête que d'ici 10 minutes, on en parle sur le stand Sweep. Alors, c'est un impair que je fais avec un concurrent d'EcoAct, donc c'est pas malin. Mais EcoAct, ils sont géniaux. Et voilà. Je vais vous parler de Sol. Donc voilà, ceux qui veulent aller plus loin sur la CSRD, on en parle dans un quart d'heure sur le stand Sweep. Un immense merci à tous les deux. Paul-Édouard, pour cette confiance depuis des années, parce que EcoAct a été l'un des premiers partenaires avec lesquels on a travaillé chez Sweep, et à Emma et Enedis, à la fois pour ce témoignage et pour toute cette belle aventure qu'on construit ensemble. Donc un très très grand merci à tous les deux, vraiment. Merci. Merci.